Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence sur l'urbanisme et l'eau. Nous allons donc aborder cette question cruciale. Le fil rouge de cette conférence va être ce futur recueil eau et urbanisme retour d'expérience, qui n'est pas terminé puisqu'il est en cours de finalisation par l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Ça devrait être terminé mi-2018. Pour participer à cette table ronde, j'ai autour de moi, justement, de l'Agence de l'eau, Géraldine Bernard et Jean-Yves Boga, Cécile Nassier de A-Urba et Samuel Berthou de l'EPA Bordeaux Euro-Atlantique. Alors c'est Jean-Yves Boga qui va commencer, va nous présenter justement les grandes lignes de ce recueil en cours de finalisation, sa structuration, mais aussi faire un focus finalement sur les rapports entre acteurs de l'eau et acteurs de l'urbanisme. Bonjour à tous. Le recueil que nous sommes en train de préparer s'inscrit dans une politique que l'on a menée à l'Agence de l'eau Adour-Garonne depuis maintenant 2010, qui vise à essayer de mieux concilier les politiques de l'eau et de l'urbanisme. Donc sachez qu'on part de relativement loin, puisque on est quand même confronté à pas mal de difficultés. D'un côté, on a les documents de planification de l'eau qui relèvent du Code de l'environnement. D'un autre côté, on a les documents de planification de l'urbanisme qui relèvent du Code de l'urbanisme. Donc déjà, on a deux codes très différents. Je dirais que le Code de l'environnement est plutôt un code mou, alors que le Code de l'urbanisme est un code beaucoup plus dur. Et on a également des difficultés par rapport au partenariat, puisque les acteurs de l'eau, d'une façon générale, ne sont pas personnes publiques associées ou personnes publiques consultées dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme. Et vous savez également que dans les collectivités ou dans les services de l'État, on a souvent d'un côté des services aménagement urbanisme et de l'autre côté des services eau environnement. Donc ça crée donc des difficultés pour travailler ensemble avec des méthodes de travail qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc l'idée de nos modalités d'intervention depuis maintenant 2010 et de ce recueil de retours d'expérience, c'est d'essayer de voir s'il y a eu sur le terrain des expériences intéressantes qui ont permis de rapprocher les acteurs de l'eau et de l'urbanisme. Donc c'est une commande du SDAGE, le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne, qui est le grand document cadre en termes de gestion de l'eau sur le bassin Adour-Garonne, qui a demandé à ce que, suite à un premier guide qui avait été publié en 2010, on puisse faire donc un premier recueil d'expérience sur la thématique donc eau et urbanisme. Alors les objectifs du recueil, c'est d'apporter essentiellement aux acteurs de l'urbanisme des éléments concrets, opérationnels, pour mieux identifier les enjeux de l'eau sur leur territoire et mieux prendre en compte donc, les différents enjeux de l'eau dans le cadre de leurs documents d'urbanisme, mais également dans le cadre de leurs projets d'aménagement. Alors nous sommes basés sur un échantillon avec une trentaine d'exemples sur le bassin Adour-Garonne. Donc nous avons une vingtaine de documents de planification de l'urbanisme qui ont été examinés, essentiellement des SCOT, des schémas de cohérence territoriale, et des PLU, et plutôt des PLU intercommunaux, puisqu'on a souhaité prendre en compte une échelle relativement importante pour pouvoir avoir une échelle significative de prise en compte d'une rivière qui dépasse très largement l'échelle de la commune souvent. Et on a également donc 8 projets d'aménagement qui ont été examinés, donc en termes d'intégration, de la gestion alternative des eaux pluviales, en termes de gestion des inondations, etc. Donc c'est un échantillon qui se veut représentatif du bassin Adour-Garonne, hein, qui est à peu près bien réparti sur le bassin. On a également un exemple sur le SCOT de Lille, où il y a eu des choses faites sur les aires d'alimentation de captage, et l'exemple de la désimperméabilisation sur l'agglomération de Lyon, qui a été également pris en compte dans le guide. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Grand Sud-Ouest, en fait, si on s'intéresse aussi aux politiques eau et urbanisme, c'est parce qu'on a deux enjeux forts, qui est l'enjeu d'évolution démographique. Actuellement, on a à peu près 7 millions d'habitants dans le Grand Sud-Ouest, et on estime qu'à horizon 2035, il pourrait y avoir 1,2 million d'habitants de plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 33% de la population qui est concentrée sur les agglomérations de Bordeaux et les agglomérations de Toulouse. Et on estime qu'en 2035, la proportion sera de 40%. Donc non seulement il y aura plus d'habitants dans le sud-ouest, mais ils seront plus concentrés encore dans les deux grandes agglomérations, donc bordelaises et toulousaines.
Autre enjeu important, c'est l'adaptation au changement climatique. Nous avons réalisé une étude qui s'appelle Garonne 2050, il y a quelques années, qui démontre qu'on va être confronté de plus en plus à un déséquilibre ressources-besoins au niveau de la gestion quantitative de la ressource, et donc qu'il va falloir trouver des moyens de faire face à ces déséquilibres de plus en plus chroniques. On estime, donc c'est l'un des scénarios prospectifs, que les débits des cours d'eau de la Garonne à horizon 2050 pourraient être divisés par 2 par rapport à aujourd'hui, donc ce qui est considérable. Alors au-delà de l'échantillon, donc nous avons organisé le guide selon 6 fiches thématiques. Une première fiche qui est une fiche, je dirais, transversale, de rapprochement des acteurs de l'eau et de l'urbanisme. On estime que c'est vraiment un préalable, avant de parler d'intégration technique des thématiques de l'eau dans l'urbanisme. Il faut que les gens de l'urbanisme et les gens de l'eau puissent se parler. Donc c'est vraiment un préalable absolument incontournable. Et ce que l'on verra, je vais le développer tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de recette unique. C'est vraiment à géométrie variable selon les territoires. Et ensuite, donc, on a 5 fiches thématiques avec les entrées classiques, hein, petit cycle de l'eau, grand cycle de l'eau, donc sur l'assainissement, sur l'eau potable, sur la gestion des ruissellements, sur la prévention des inondations et la disponibilité de la ressource. Et dans le guide, donc, on a traité de façon transversale l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'on a pris le parti de ne pas faire une fiche spécifique, mais dans chacune des thématiques, on voit comment on prend en compte le changement climatique. Hein, par exemple, protéger une ripisylve en bord de cours d'eau, ça contribue à faire en sorte qu'il y ait un réchauffement pas trop important de la lame d'eau en période d'étiage d'une rivière. Donc c'est une façon de faire de l'adaptation au changement climatique, sans forcément l'afficher de façon explicite. Donc sur le rapprochement des acteurs de l'eau et de l'urbanisme, on a décomposé le document en 3 parties, en 3 items. Le partage de la connaissance et des enjeux, le rôle et l'implication des SAGE, des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc sachez que actuellement, vous avez à peu près les 3/4 du territoire du bassin de Garonne qui est couvert par des SAGE, qui sont vraiment des outils de planification de l'eau où il y a eu des états des lieux, des diagnostics qui ont été faits, donc où on a énormément de données sur l'eau qui sont, je dirais, disponibles clé en main et qui font que si vous avez un SCOT sur ces territoires-là, c'est peut-être pas la peine de réinvestiguer de façon importante pour savoir ce qui se passe sur le territoire en matière d'eau. Et enfin, je reviendrai sur une mission d'assistance technique qui s'appelle Aménageo, assistance technique eau et urbanisme, qui est une mission transversale au sein du conseil départemental de la Gironde et qui est une opération inédite et originale sur le territoire français. Alors sur le partage de la connaissance et des enjeux, quelques exemples que l'on peut glaner dans le futur guide. Sur le SCOT Vallée de l'Ariège. Donc le SCOT Vallée de l'Ariège, c'est un SCOT qui est situé au sud de l'agglomération toulousaine. Alors ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres SCOT, qui sont plutôt des SCOT qui sont délimités de façon purement administrative, ici, il y a une vraie épine dorsale, qui est la rivière, la vallée de l'Ariège, donc qui fait que déjà, culturellement, les porteurs de ce SCOT avaient des questionnements sur les thématiques de l'eau. Donc sur le SCOT vallée de l'Ariège, il n'y a pas de SAGE sur ce territoire, et on a mis en place un comité technique dès le début de l'élaboration du plan d'aménagement et développement durable du SCOT. On a mis en place donc un comité technique qui a intégré beaucoup de partenaires de l'eau du territoire, donc les syndicats de rivière, les syndicats d'assainissement, les syndicats d'eau potable, la fédération de pêche, la chambre d'agriculture, des associations de protection de la nature, qui ont apporté leur expertise dans le domaine de l'eau lors de l'élaboration du SCOT. Sur le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal de Rouergue, Gorge de l'Aveyron, là encore, on a une identité forte. Hein, on est sur les gorges de l'Aveyron, identité forte liée à l'eau. L'agence de l'eau a été associée en tant que personne publique associée. Donc ça, c'est pas une obligation réglementaire. Donc, à l'initiative du président et de la communauté de communes, l'agence de l'eau a été associée dès le début de l'élaboration de ce PLUI. À noter également sur ce territoire une note d'enjeu de l'État qui a été élaborée par la direction départementale des territoires du Tarn-et-Garonne, qui est très fouillée en termes d'enjeux liés à l'eau.
Sur le SCOT du Pays Val d'Adour, donc, on a organisé une visite de terrain avec l'Agence régionale pour l'environnement et avec l'institution Adour, qui a permis aux élus d'aller sur 7 sites où il y avait des enjeux différents liés à l'eau pour bien sensibiliser les élus dès le début, donc, dès le début de l'élaboration du SCOT. Et enfin, sur le SCOT Nord-Lot, alors là, c'est une expérience intéressante. Le porteur du SCOT Nord-Lot s'appelle le Covaldor. C'est une structure qui a une double compétence, à la fois urbanisme et à la fois eau. Et donc, pour élaborer le SCOT, les agents eau et milieu aquatique qui appartenaient au Covaldor ont participé activement aux différentes commissions du SCOT. Donc, vous voyez qu'on peut avoir donc, des choses complètement différentes d'un territoire à un autre. Sur le rôle et l'implication des sages, donc localement, sur le SCOT Sud-Gironde, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez des enjeux forts en termes de gestion quantitative de la ressource AEP, comme sur l'agglomération bordelaise. Et donc, il y a eu un appui important du SMEGREG, qui a été donc personne publique associée à ce SCOT, qui a fourni des données sur les eaux souterraines, sur l'alimentation en eau potable, qui ont servi donc à bâtir les prescriptions et les préconisations du SCOT. Et le SAGE, donc Naprofonde de Gironde, sur le département de la Gironde, a demandé à travers une disposition à être associé explicitement à l'élaboration de ce SCOT. Sur le SCOT Pays de Figeac, ce qu'on peut noter également, c'est qu'il y a une forte contribution du SAGE CD. Vous avez un SAGE sur ce territoire-là, qui a donc donné des éléments clés en main aux porteurs de SCOT pour avancer en tant que membre du comité technique d'élaboration du SCOT. Sur l'agglomération toulousaine, on a également un partenariat étroit entre l'AUAT, l'Agence d'urbanisme de Toulouse, et le SAGE Ers-Mort-Giroux. Donc sur le bassin Ers-Mort-Giroux, il y a eu donc une intervention importante de l'animateur du SAGE, notamment dans ce SCOT. Et à noter également sur les sages Adour-Amont et Mi-12 portés par l'institution Adour, la production de 2 guides, Sages et urbanisme, pour expliquer donc aux urbanistes comment décliner les dispositions d'un SAGE dans leurs documents de planification. Et enfin, pour terminer, Aménageau, donc c'est une mission d'assistance technique qui est financée par l'agence depuis maintenant 5 ans, depuis 2013. Qui est une opération originale puisque c'est au niveau du conseil départemental de la Gironde qu'il y a eu une sorte de mise en transversalité de plusieurs directions techniques, une vingtaine de directions techniques qui travaillaient dans le domaine de l'eau, des milieux aquatiques, mais également donc, de l'aménagement et de l'urbanisme, qui ont travaillé ensemble pour apporter un appui auprès des collectivités pour bâtir leur PLU. Donc Aménageau participe à l'élaboration des cahiers des charges, peut également donner des pistes pour bien décliner les sages du territoire de la Gironde au niveau des documents d'urbanisme du département. Et à noter également donc, ce que fait le conseil départemental de la Gironde au niveau de toutes les opérations d'aménagement dont il est maître d'ouvrage, notamment à travers le plan collège, où il y a donc des réflexions qui sont menées pour faire des économies d'eau, pour compenser les zones humides. Le conseil départemental ne se contente pas de donner des conseils aux autres, mais applique ses propres messages à lui-même. Voilà donc en gros les grandes lignes de ce guide qui devrait donc être publié, on l'espère, d'ici la rentrée 2018. Le comité de pilotage s'est réuni, de clôture s'est réuni la semaine dernière, donc on est en train de finaliser le contenu de ce guide. Merci beaucoup. On va donner la parole à Cécile Nassier de AURBA qui va commencer par nous présenter cette agence. C'est dans ma présentation. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais essayer de vous expliquer comment, dans le cadre de nos missions au sein de l'agence d'urbanisme, on prend en compte en fait et on décline les enjeux liés à l'eau et l'urbanisme. Donc, tout d'abord, un rappel en fait sur ce que sont les agences d'urbanisme. Donc, on est une association de loi 1901. On est présent sur tout le territoire français. Donc, actuellement, on a un réseau d'environ 50 agences sur le territoire, dont 3 qui sont situées sur le bassin Adour-Garonne. Donc, nous-mêmes à Bordeaux, une à Toulouse, dont a parlé Jean-Yves tout à l'heure, et une qui est déclinée en 2 sous-antennes à Pau et à Bayonne.
On fonctionne par le biais d'un programme de travail multipartenarial. Donc, parmi les partenaires qui sont présents au sein de l'agence, on va retrouver la métropole, on va retrouver les syndicats mixtes de certains SCOT, on va retrouver le département, la région, donc l'agence de l'eau, Bordeaux-Atlantique, etc., etc. Il faut savoir que l'ensemble du travail qui est produit au sein de l'agence d'urbanisme appartient à tous les partenaires qui financent le programme de travail. Donc, une des richesses en fait, des agences d'urbanisme, c'est leurs compétences qui sont transversales et très diversifiées. Donc, on va avoir au sein de notre association à la fois des géographes, des économistes, des sociologues, des paysagistes, des urbanistes, des architectes, des environnementalistes, mais également des graphistes, qui va permettre en fait, lors de la réalisation de nos études, d'avoir un croisement des regards et avoir une analyse très très fine dans nos diagnostics, pour accompagner les territoires. On est également sur des domaines d'intervention, on va dire sans frontières, c'est-à-dire qu'on intervient à toutes les échelles selon les commandes et les demandes, qui vont aller de la simple échelle d'une commune ou même d'un quartier dans des études de programmation, à l'échelle d'un bassin versant lorsqu'on analyse des enjeux écologiques au sein d'un cours d'eau. On intervient également au niveau des EPCI et des communautés de communes dans l'élaboration et dans l'accompagnement de la construction de leurs documents d'urbanisme, mais également avec le département dans une démarche notamment qui s'appelle l'Interscot, ou actuellement avec la région dans le cadre de l'élaboration du SRADET, où on accompagne en partenariat avec l'ODAP, donc l'agence de Pau-Bayonne, la rédaction en fait, du SRADET. Donc l'objectif en fait pour nous, c'est de relier les territoires, c'est de relier les institutions, d'aider en fait à la décision politique, en fait, les élus et les techniciens. Donc parmi les missions, juste pour détailler rapidement, donc elles sont assez diversifiées. Donc on va aller de l'étude diagnostique pour aider les collectivités. Donc c'est par exemple des études d'opportunités et d'accompagnement dans l'élaboration d'un projet agricole à l'échelle d'une commune. Ça va être des études de programmation urbaine dans le développement d'un futur quartier à l'échelle d'une ville, mais également des études prospectives, notamment sur des infrastructures telles que la rocade, une étude qui est en train d'être menée qui s'appelle Rocade 2050, ou sur les boulevards. On accompagne aussi les collectivités dans l'élaboration de leurs documents de planification. Donc là, on intervient à toutes les étapes en fait, de construction du document. On anime également des observatoires. Donc on a des observatoires de l'habitat et des mobilités, où là, l'enjeu, en fait, c'est d'identifier les bons indicateurs, de les suivre et de les alimenter, et de faire vivre un réseau par le biais d'ateliers thématiques, en fait, de réunions techniques de ces acteurs pour identifier les enjeux et améliorer leur prise en compte. Et enfin, on a également tout un volet de valorisation et de communication avec un service dédié à l'agence qui nous permet de mettre en valeur toutes nos productions, de les communiquer, parce qu'on a également un rôle très fort de sensibilisation et de pédagogie. Donc, le partenariat avec l'agence de l'eau, il a été mis en place en 2010. Donc, c'est un partenariat qui est individuel entre l'agence de l'eau et chaque agence d'urbanisme, puis ensuite avec Aménageo lorsqu'ils ont été créés en 2013. Donc actuellement, on est sur une convention qui court entre 2013 et 2018, avec pour objectif de décliner donc les enjeux et les réflexions au urbanisme auprès de nos partenaires techniques et institutionnels dans le cadre de notre programme de travail. Donc ça se traduit comment? Donc ça se traduit notamment par l'animation de notre réseau d'élus des techniciens. Donc là, j'ai mis à l'échelle de l'aire urbaine bordelaise, mais ça peut être effectivement à d'autres échelles, dans le cadre des missions que l'on peut mener. Donc notamment, jusqu'à présent, ça a été surtout le cas dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme sur lesquels on a pu travailler. On a également organisé des manifestations et des ateliers autour de ce thème. Je pense notamment à un atelier sur la gestion des eaux pluviales qu'on avait organisé avec l'agence de l'eau, avec notamment des visites de sites, avec pour cible les élus et les techniciens, accompagnés de présentations techniques pour les sensibiliser aux nouvelles techniques de gestion des eaux pluviales en contexte urbain. Et on élabore également des supports de communication, donc sous format 4 pages, 8 pages, en association avec des études plus approfondies sur le thème au urbanisme.
Donc là, je vais juste vous illustrer par quelques études qu'on a pu réaliser. Donc là, c'est une première étude qu'on a réalisée sur la mesure de l'imperméabilisation des sols. Donc là, c'était une demande à l'initiative de Bordeaux Métropole, en fait, qui souhaitait adapter une méthode de télédétection infrarouge pour essayer d'identifier et de cartographier les différentes surfaces imperméabilisées sur leur territoire et essayer de les catégoriser. Donc là, on a tout d'abord réalisé ce travail à l'échelle de 2 bassins versants, à partir duquel on a croisé avec des enjeux hydrauliques liés aux capacités de ruissellement, à la topographie des sites. Donc on aboutit vraiment à une analyse très fine en fait, des différents types de surfaces imperméabilisées sur le sol. Malheureusement, ce travail n'a pas pu être mené à l'échelle de l'ensemble de la métropole, compte tenu en fait, du temps en fait, que prend l'analyse en elle-même, en fait, du travail cartographique. Et vu le temps qu'on avait pour réaliser l'étude, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. On a également réalisé des documents de sensibilisation liés aux milieux humides sur l'aire métropolitaine bordelaise. Alors cette initiative, elle a été issue en fait de l'élaboration du SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise, car lors de l'élaboration du document, les diagnostics ont mis en avant en fait la présence de nombreux milieux humides sur le territoire, de nature très diversifiée, qui remplissaient des fonctions spécifiques. Et on a cherché en fait à avoir un document pédagogique en fait pour vraiment les présenter, ces milieux humides, expliquer un petit peu le rôle qu'ils pouvaient jouer, c'est-à-dire soit de dépurateur des eaux, soit avoir un rôle de réservoir de biodiversité ou de prévention du risque inondation, d'exprimer également les menaces en fait, qui pouvaient peser sur ces espaces-là. Donc là, en l'occurrence, sur le territoire, c'est essentiellement lié au développement de l'urbanisation. Et dans un second temps, de présenter les outils disponibles et mobilisables pour anticiper leur prise en compte et assurer leur préservation et leur protection sur le long terme, à la fois dans les documents d'urbanisme et dans les projets d'aménagement. Donc on a également fait tout un travail aussi de vulgarisation et de recueil en fait, d'actions et de projets d'aménagement qui ont mis en avant une gestion des eaux pluviales en surface en contexte urbain. Donc là, c'est le cas d'une ZAC en fait, où tout un travail a été mené à cette échelle-là, et avec une présentation des outils et des principes en alternative au tout tuyau, comme par exemple l'infiltration à la parcelle ou l'utilisation de nous pour stocker les eaux avant rejet au milieu. L'objectif étant, là, dans ce travail-là, d'avoir comme principe d'une multifonctionnalité dans la gestion des eaux et ne pas simplement s'en tenir à une gestion quantitative de l'eau, mais pouvoir associer des usages notamment et des aménités à ces espaces-là, en fait. Et enfin, on a réalisé aussi une étude à l'échelle du bassin versant du Gois. Donc, c'est un bassin versant qui est présent sur la métropole bordelaise, qui est situé en contexte urbain, qui est très contraint. Le cours d'eau principal est parfois canalisé, complètement busé et parfois enterré. Donc là, l'objectif, il était triple dans cette étude. On avait d'abord un enjeu environnemental qui était de contribuer à l'atteinte de l'objectif de bon état global du cours d'eau dans le cadre de la directive 4 sur l'eau. Mais on avait également un enjeu paysager et urbain pour promouvoir en fait, la prise en compte de ces enjeux liés à l'eau dans les projets d'urbanisme et valoriser la présence de l'eau dans les territoires. Et enfin, un enjeu de gouvernance en fait, pour accompagner et appuyer le syndicat de bassin versant pour l'élaboration d'une stratégie globale à l'échelle de leur bassin. Donc ce travail, en fait, il a été réalisé en 4 étapes. Donc on a d'abord réalisé un premier diagnostic en fait, à l'échelle du bassin versant pour identifier à la fois les caractéristiques écologiques et hydrauliques du bassin versant. Ce travail a été complété dans un second temps par une analyse paysagère en fait, et urbaine le long des cours d'eau et de ses principaux affluents, qui a permis d'aboutir dans un troisième temps à un séquençage en fait, et un découpage sur l'ensemble des cours d'eau et de ses affluents selon des séquences paysagères structurantes en fait, pour aboutir au final, par le biais d'ateliers techniques en fait, avec les acteurs clés présents sur le bassin, à des orientations stratégiques et spatialisées pour améliorer, voire restaurer certaines parties en fait, des cours d'eau présents sur le bassin versant.
Et enfin, donc, pour revenir au sujet principal, nous avons contribué, et nous contribuons encore, à la réalisation du recueil de retours d'expérience. Donc là, on a intervenu, excusez-moi, on est intervenu dès l'initiative en fait, du document à la réalisation notamment du cahier des charges. Donc là, on intervient avec les 3 agences d'urbanisme et Aménageo. Et ensuite, on a suivi tout le long en fait, le processus, donc avec une participation au comité technique et de pilotage, des propositions dans le choix des sites en fait, et des projets à suivre et à présenter dans le recueil d'expérience, une relecture des documents techniques produits par le bureau d'études qui est en charge de la réalisation du document. Et donc, dans le cadre de ce recueil de retours d'expérience, des exemples émergent en fait, où la Urba a largement contribué sur certains parties, donc notamment le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise et le PLUI de Bordeaux Métropole, car nous avons accompagné les collectivités dans l'élaboration de ces documents. Donc juste pour illustrer le propos, dans le cadre du SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise, on est parti en fait, d'un diagnostic qui faisait état de l'eau comme élément structurant sur le territoire, compte tenu de sa prépondérance. Et donc, nous, l'approche qu'on a eue à l'agence, en fait, c'est d'avoir une approche multifonctionnelle, en fait, des cours d'eau présents, qui a abouti à une trame des paysages de l'eau, donc une infrastructure bleue sur laquelle s'est appuyé, en fait, le projet de territoire. Et cette approche multifonctionnelle nous a permis d'identifier à la fois des enjeux de biodiversité, évidemment, mais des enjeux de prévention du risque inondation, des enjeux paysagers et des enjeux d'aménité. Donc ça aboutit à la définition d'outils appelés fils de l'eau, en fait, qui regroupent à la fois les affluents majeurs, qui sont les cours d'eau les plus structurants, tels que les cours d'eau classés notamment dans les documents cadres tels que le SDAGE, et ensuite les autres cours d'eau secondaires, ainsi que les canaux et fossés. Donc parmi les exemples de traduction réglementaire qu'on peut retrouver dans le dos en fait, de ce SCOT-là, on a la mise en place de zones tampons inconstructibles, en fait, de part et d'autre du lit mineur des cours d'eau, avec une préservation d'une bande allant de 10 mètres à 30 mètres, selon la catégorisation des cours d'eau, donc soit affluent majeur, soit fil de l'eau, et une inconstructibilité et une interdiction de tout aménagement ou installation susceptible de porter atteinte aux fonctionnalités de ces espaces. Cela s'est traduit ensuite concrètement dans le PLU de Bordeaux Métropole par compatibilité, par une cartographie sur le plan de zonage du PLU, d'une bande en fait, de largeur schématique de part et d'autre en fait, de chaque cours d'eau, lorsque cela était possible, lorsque les cours d'eau n'étaient pas déjà quasiment urbanisés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à présent à Géraldine Bernard, qui va nous faire un focus sur l'enjeu du ruissellement et de la gestion des eaux pluviales. Bonjour à tous. Alors effectivement, on vous propose un petit focus sur la gestion des eaux pluviales, qui est une des 6 fiches thématiques du recueil d'expériences présenté par Jean-Yves. Donc traditionnellement, les eaux pluviales après ruissellement, elles sont évacuées par des réseaux de canalisation. Les eaux pluviales sont un peu considérées comme des contraintes. L'objectif, c'est de les évacuer le plus vite possible de la ville. Et on s'aperçoit que cette gestion tout tuyau pose des problèmes à la fois d'inondation, mais également de pollution des milieux récepteurs. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'intégrer la gestion des eaux pluviales dans l'aménagement urbain et de faire des eaux pluviales finalement un atout des territoires. Alors, pour commencer, on vous propose de visionner une petite vidéo sur le sujet avec 2 acteurs qui sont bien connus, des fans de la série Kaamelott. Et dire j'étais venu pour arroser mes salades. Ben vous voyez, c'est le ciel qui s'en occupe. Dites, vous imaginez le voyage d'une de ces gouttes de pluie? Ah bah très bien, oui. Elle tombe dans mon jardin, elle arrose mes salades et elle s'évapore pour retomber ailleurs. Celle-ci, oui, mais l'autre. Celle qui tombe pas dans votre jardin, mais qui tombe dans ma rue. Eh ben elle tombe dans votre rue, elle vous arrose pas parce que vous êtes à l'abri ici avec moi, et elle s'évapore pour retomber ailleurs. Non, elle s'évapore pas. Elle va au tout à l'égout. C'est quand même dommage.
Mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Elle est sale, de toute façon, cette goutte d'eau. Elle est pas sale. Elle devient sale lorsqu'elle coule dans les égouts, les caniveaux, c'est pas pareil. Mais c'est pas grave, de toute façon, elle est nettoyée dans la station d'épuration, et hop, c'est reparti. Non, les stations d'épuration ont une capacité limitée. Quand les pluies sont trop fortes, elles sont obligées de rejeter l'eau sans la nettoyer. Mais c'est pas méchant, c'est que de l'eau de pluie. Bah, c'est de l'eau de pluie qui s'est mélangée à des eaux usées. Et tout ça se retrouve dans nos rivières. Alors qu'est-ce que vous suggérez, monsieur Je sais tout? On fait plus de tout à l'égout, c'est ça? Ah bah ça va être sympa de circuler quand il y aura des jours d'orage. On va avoir de l'eau jusqu'aux genoux, les gens vont aller au boulot en cuissarde. Bah, pas si on arrête de faire des villes complètement imperméables. D'accord. Alors vous êtes pour revenir au chemin de terre en ville. Ah, bravo, bravo, c'est moderne, bravo. Vous savez, les égouts, c'est pas si moderne que ça, hein. Le gramophone, le Minitel, la télé noir et blanc, ça aussi, ça a été moderne. Et pourtant, on est passé à autre chose. Bon bah qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, on peut être moderne et réfléchir. Par exemple, on peut faire des jardins de pluie. Des jardins de pluie? Oui. On remplace un petit bout de sa pelouse par une petite mare avec des plantes aquatiques qui aiment bien recevoir l'eau de pluie. Ça stocke l'eau, en plus c'est joli et ça attire les... Les libellules? Ouais. Non mais c'est très bien tout ça, mais en ville il peut pas y avoir que des jardins, ça circule. Bah, plutôt que faire des rues avec des goudrons imperméables, on peut les faire avec des pavés qui laissent passer l'eau, hein. C'est votre petit côté révolutionnaire ça, hein? Sous les pavés, la plage? Non, c'est mon petit côté égalitaire. C'est pour que la goutte d'eau qui tombe dans ma rue soit aussi bien traitée que la goutte d'eau qui tombe dans votre jardin. C'est très beau ce que vous venez de dire là. J'en pleurerais d'émotion. Ouais, bah, pleurez pas trop quand même, parce que vos salades, elles aiment pas l'eau salée, hein. Ah oui, merci. C'est gentil de penser aussi à mes salades. Alors, du coup, faut pas hésiter à télécharger la petite vidéo. Elle est disponible sur le site internet Méli-Mélo, Démêlons les fils de l'eau. Et puis, elle est vraiment faite pour être piratée, en fait. Alors actuellement, effectivement, la gestion tout tuyau, on voit bien que ça pose problème. On constate une multiplication des inondations par ruissellement. Et parmi les causes qu'on peut notamment citer, il y a l'augmentation de l'imperméabilisation des sols, qui limite l'infiltration naturelle et qui augmente les volumes ruisselés. Et puis également tout ce qui est tout réseau, tout tuyau, puisqu'on accélère les écoulements et on augmente les débits de pointe. Alors cette gestion de tout tuyau, elle pose également des problèmes de pollution pour les milieux récepteurs, parce que finalement l'eau de pluie, quand elle tombe, elle est très peu polluée, mais dès lors qu'elle touche les surfaces et qu'elle ruisselle, elle commence à se charger en pollution, et plus l'eau ruisselle, plus elle va se charger en pollution. Et pour atteindre un avaloir, la goutte d'eau, finalement, elle parcourt déjà plusieurs dizaines de mètres. Et une fois qu'elle arrive dans les réseaux, l'eau, elle continue à se charger en pollution, qu'il s'agisse finalement de réseaux unitaires ou de réseaux d'eau pluviale stricte. Parce que par exemple, les réseaux d'eau pluviale stricte, en période de temps sec, ils reçoivent une multitude finalement de résidus, que ce soit du lavage des rues, des places de marché, et également tout ce qui est des fois jeté par les habitants dans les avaloirs, qui sont des fois un petit peu pris pour des poubelles malgré tout. Et du coup, en période de temps de pluie, toute cette pollution finalement est revéhiculée par l'eau. Et puis les réseaux d'eau pluviale stricte, souvent ils sont directement rejetés dans les cours d'eau. Dans le cas de réseaux unitaires, les eaux pluviales du coup sont mélangées à des eaux usées. Et puis comme il le disait dans la petite vidéo, les stations d'épuration, techniquement, elles ne peuvent pas traiter toutes les eaux usées collectées et pour toutes les pluies. Donc de fait, il y a des rejets non traités en période de temps de pluie directement au milieu récepteur. Donc tous ces rejets par temps de pluie peuvent impacter la qualité des milieux récepteurs et également avoir une incidence sur tous les usages type baignade, conchyliculture et puis surtout eau potable également. Alors donc la gestion des eaux pluviales, donc un enjeu fort d'aujourd'hui, comme on l'a dit avec les inondations, les problématiques de qualité des eaux, et qui sera encore accentuée demain avec l'augmentation de la population, comme le disait Jean-Yves, donc sur Adour-Garonne, sur le bassin Adour-Garonne, l'INSEE prévoit quand même plus 1,2 million d'habitants d'ici 2030. Donc augmentation de la population qui implique augmentation de l'imperméabilisation, plus le changement climatique, avec des phénomènes climatiques extrêmes qui seront plus importants et plus intenses. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'intégrer l'eau dans l'urbanisme, de favoriser une gestion intégrée des eaux pluviales avec la mise en œuvre de techniques alternatives aux tuyaux de type jardin de pluie, tranchées d'infiltration. Et du coup, on proposait simplement de balayer les grands principes de cette gestion intégrée. Donc le premier, c'est de limiter l'imperméabilisation au strict nécessaire en optimisant les aménagements et en utilisant des matériaux plus perméables. Une autre idée, c'est de gérer les eaux à la source et de favoriser l'infiltration en déraccordant au maximum les aménagements, mais également en infiltrant l'eau au plus près, soit à la parcelle, soit sur le domaine public, mais à proximité immédiate finalement de là où tombe l'eau.
Le principe de la gestion intégrée, c'est également de respecter le cheminement naturel de l'eau, de gérer les écoulements au maximum par ruissellement de surface, de ne pas construire les points bas des bassins versants pour conserver tout ce qui est zone humide, zone d'expansion de crue, de ne pas buser les rivières. Finalement, c'est de créer un aménagement en considérant le fonctionnement hydraulique du site, quoi. Une autre idée, c'est de créer des aménagements intégrés et multifonctionnels. Là, par exemple, sur la photo en bas à gauche, c'est une aire de jeu qui ponctuellement est utilisée pour faire du stockage d'eau pluviale. Donc c'est assez intéressant d'avoir les deux aspects. Donc d'avoir des ouvrages finalement intégrés, ça permet d'avoir une continuité entre les projets urbains et les projets d'assainissement, du coup une meilleure acceptabilité par les habitants. Ça permet aussi d'assurer peut-être une meilleure pérennité des aménagements, parce que finalement, par exemple, cette aire de jeu, elle sera peut-être mieux entretenue que si elle servait uniquement à un volet hydraulique, assainissement, et puis d'optimiser aussi financièrement les projets, parce que là, forcément, le coût au mètre cube n'est pas le même que si on avait créé un bassin en béton. Un des derniers grands principes de la gestion intégrée, c'est de raisonner en niveau de service. Finalement, c'est quand on conçoit son aménagement, de se dire qu'est-ce que je fais de mes eaux pluviales, et ça pour toutes les pluies données. Pour les petites pluies, là par exemple pour les pluies on parle de niveau 1, l'idée c'est plutôt une protection du milieu récepteur. Ce sera de dire il faut qu'il y ait 0 rejet au cours d'eau. Niveau 2, pour les pluies un peu plus fortes, ce sera de dire on accepte qu'il y ait des rejets au milieu naturel, mais on stocke au maximum quand même dans nos techniques alternatives. Niveau 3, pour les pluies encore plus fortes, là, ce sera plutôt un objectif de maîtrise des débordements. On accepte que ça déborde, mais en tout cas, il faut que les débordements soient maîtrisés et limités. Par exemple, là où il y a la dame qui se promène, de se dire, effectivement, quand il y a des fortes pluies, on accepte d'inonder cette partie-là. Après, pour les pluies plus fortes, du coup, c'est plutôt des pluies exceptionnelles. Donc là, on est plutôt sur un scénario de catastrophe naturelle, du coup, de protection des personnes. On avait ajouté une petite diapo simplement pour montrer tous les atouts de la gestion intégrée des eaux pluviales. Alors l'idée, bien entendu, c'est pas de construire une ville nouvelle sans tuyaux, mais c'est d'utiliser le patrimoine réseau existant de façon optimale. Et en tout cas, quand on fait du renouvellement urbain, d'essayer de déraccorder. Et puis, quand on crée un nouvel aménagement, d'essayer d'avoir vraiment une vision intégrée et d'utiliser des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales. Et du coup, effectivement, les documents d'urbanisme ont clairement un rôle fondamental pour la mise en œuvre d'une politique de gestion des eaux pluviales sur un territoire. Alors, on peut notamment citer les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, qui peuvent finalement imposer des grands principes de gestion des eaux pluviales. Dans le recueil d'expériences dont parlait Jean-Yves tout à l'heure, on cite notamment le SCOT du Grand Pau, qui demande aux collectivités de limiter l'imperméabilisation, de favoriser l'infiltration des eaux pluviales, et puis seulement, si l'infiltration n'est pas possible, de prévoir un rejet à débit limité dans les cours d'eau, fossés, et en dernier recours dans les réseaux d'assainissement. Alors, donc les SCOT, effectivement, peuvent définir des grands principes qui, finalement, après, sont précisés, territorialisés dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme. Alors, concernant l'imperméabilisation, par exemple, les PLU peuvent encadrer l'emprise au sol des constructions, imposer la réalisation d'espaces libres. Dans le recueil d'expériences, on cite notamment le PLUI de l'agglomération d'Agen, où ils ont imposé une surface minimale d'espace vert, par exemple. Par ailleurs, les PLU peuvent également imposer des prescriptions en matière de gestion des eaux pluviales. Si on reprend le cas de l'agglomération d'Agen, par exemple, ils avaient lancé un schéma directeur de gestion des eaux pluviales, notamment en prévision de la révision du PLUI. Et finalement, le PLUI a repris les dispositions du schéma. Et en gros, il a défini 2 zones. Une zone où l'infiltration était techniquement possible et où, du coup, il préconisait des techniques alternatives avec infiltration. Et une zone où ils étaient concernés par un PPR argile, donc un plan de prévention des risques, retrait, gonflement des argiles, où, du coup, l'infiltration était techniquement difficile et où ils préconisaient, du coup, plutôt un rejet à débit limité. En tout cas, ce qui était intéressant dans la démarche, c'était aussi de mener en parallèle, finalement, le côté zonage pluvial et PLU pour vraiment que le plan local d'urbanisme prenne en compte les enjeux de l'eau, les enjeux de la gestion des eaux pluviales. Et pour finir, j'en profitais simplement pour faire une petite promotion. Alors l'OIO, l'Office international de l'eau, sur leur site de Limoges, ils ont une sorte de plateforme, une sorte de showroom sur les techniques alternatives. Donc il ne faut pas hésiter à les solliciter si vous voulez visiter la plateforme. C'est sur simple demande et c'est gratuit.
Et par ailleurs, ils ont réalisé un petit cahier technique sur les eaux pluviales. Donc j'en ai amené quelques exemplaires. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci beaucoup Géraldine. On va passer le micro et la parole à Samuel Bertouf de PA Bordeaux Atlantique qui va compléter tout ce qu'on vient de dire avec un cas concret d'aménagement. Donc bonjour à tous. L'idée dans la continuité de ce qui a été dit, c'était de présenter des cas concrets que le PA met en œuvre. Je vais rapidement présenter ce qu'est le PA. Donc, on a été créé par l'État. Nous sommes un établissement public d'aménagement qui est intervenant autour de la gare de Bordeaux dans le cadre de l'arrivée de la LGV. L'idée, c'est de créer un certain nombre de mètres carrés à la fois pour assurer le développement économique de la métropole, avec des bureaux, des activités, du commerce de proximité et du commerce plus métropolitain, et aussi de créer des logements, puisque aujourd'hui, il faut des logements pour quand vous avez un enfant, quand vos enfants veulent déménager. Donc l'idée, c'est de faire muter un certain nombre de friches ferroviaires et de créer des espaces publics autour. Donc aujourd'hui, on est dans un mode assez conséquent, puisque nous créons 90 hectares d'espace public dans le cadre de l'opération d'intérêt national. Et nous avons 50 000 m3 de rétention à produire. Donc c'est des volumes qui sont extrêmement conséquents. Tout en faisant une ville contemporaine, il ne s'agit pas de faire une ville qui pastiche l'ancien. Et un des enjeux aujourd'hui de la ville, c'est d'assurer une lutte contre le réchauffement climatique. À partir d'une contrainte qui est réglementaire, enfin dont on vient de parler, les PLU, les SCOT, etc. Et l'obligation aujourd'hui, enfin le véhicule juridique qui est utilisé, c'est la ZAC, la zone d'aménagement concerté, avec obligation de réaliser un dossier loi sur l'eau, qui doit prévoir comment est-ce qu'on réalise toutes ces questions-là. Alors, j'en ai parlé de l'îlot de chaleur, enfin on en a parlé ce matin. La gare de Bordeaux aujourd'hui, on ne le voit pas très bien, je suis désolé, mais c'est un îlot de chaleur à l'échelle de Bordeaux Métropole. Alors il faut réussir à trouver une réponse pour que, lors des grands pics de chaleur en été, et ça arrive de temps en temps à Bordeaux, ceux qui sont bordelais le savent bien, il faut arriver à lutter contre ça. Et un des moyens de le faire, c'est de créer des espaces verts avec des plantes qui sont régulièrement arrosées et qui, par évapotranspiration, vont permettre de réduire le pic au moins 1 ou 2 degrés, mais c'est déjà énorme. Passer de 38 à 36 ou de 36 à 34, ça change complètement la perception. Donc l'idée, c'est de créer des sols vivants, et pour ça, il faut impérativement intégrer la gestion de l'eau pluviale aux aménagements. Voilà. Ça, c'est un exemple c'est à Stockholm, c'est pas le même climat que Bordeaux. Vous avez à gauche des arbres qui reçoivent très régulièrement des eaux pluviales, et puis à droite des arbres qui n'en reçoivent pas. Et ils ont tous les deux 5 ans. Voilà. Donc je vous laisse deviner quel arbre reçoit l'eau. Mais c'est impressionnant dans la qualité des espaces verts et dans la qualité des sols que vous arrivez à produire. Alors j'ai pris un exemple aujourd'hui qui est en cours d'étude, qui est le jardin de Lars, qui est situé derrière la gare, sur la rive gauche de Bordeaux, dans le cadre de la ZAC Bordeaux-Saint-Jean-Belsier. C'est un parc qui va être construit entre 2019 et 2020, ou plus tard. Je vous ai mis le nom de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui nous accompagne dans les études, puisque nous sommes maîtres d'ouvrage, alors que nous portons le projet, mais nous avons un certain nombre d'assistants à maîtrise d'ouvrage et un certain nombre de maîtres d'œuvre qui nous assistent techniquement pour répondre à toutes les contraintes. L'idée aujourd'hui, c'est de créer un parc avec quasiment aucun tuyau. C'est un parc qui fait 7 hectares, en plein centre-ville. Donc on a un certain nombre de contraintes de circulation, de pollution, de géotechnique qu'on doit respecter, mais aujourd'hui, c'est un exemple qui permet de montrer qu'on est tout à fait capable, à partir d'une contrainte de régulation assez simple, de faire des choses très, très intégrées et qui permettent un certain nombre d'usages. Je vous ai mis le schéma, c'est un peu difficile à lire, hein, je suis désolé, mais ça permet de comprendre comment fonctionne ce parc. On a un certain nombre de bassins versants dans lesquels vont se verser des parcelles privées qui sont construites par des promoteurs, qui sont figurées en blanc sur le plan. Et ces parcelles sont régulées à 3 litres seconde hectare à la parcelle. Elles se rejettent après régulation dans un réseau public qui est majoritairement composé de nous. Et finalement, dans le parc, qui est le jardin de pluie final, avant de se rejeter en Garonne,
on aperçoit en haut à droite le région Garonne. Alors, c'est pas parce qu'on fait de la rétention des eaux pluviales qu'on ne doit pas assurer un certain nombre d'usages, et ce parc, il n'a pas une seule vocation à recevoir de l'eau. Enfin, c'est un peu vulgarisé, mais il reçoit de l'eau qu'une fois tous les 10-15 ans en situation de crise. Le reste du temps, il doit permettre des usages. Et on voit bien, alors c'est un zoom sur un parc existant ailleurs, c'est une référence d'un paysagiste qui s'appelle Topotech, où on est tout à fait capable de faire des espaces en creux, bien aménagés, où on peut pique-niquer, on peut jouer, et en même temps, ça assure la fonction de rétention. Alors ça nous a quand même obligés à repenser un certain nombre de choses, notamment dans la relation avec, dans la conception, pour laisser l'eau le plus proche possible du terrain naturel. À partir du moment où vous mettez l'eau dans un réseau, vous atteignez des profondeurs qui sont... là, le parc, il fait presque 600 à 700 mètres de long. Si vous prenez le point le plus haut et que vous descendez à 2%, vous arrivez à des profondeurs qui coûtent extrêmement cher en terrassement. On va remuer de la pollution, on va remuer des... On ne sait jamais ce qu'on a dans le sous-sol. Donc l'idée, c'est de rester au plus proche du sol, et c'est ce que montre cette coupe. Je suis désolé pour les non-techniciens. Et on a même été jusqu'à réfléchir à des franchissements de trottoirs à ciel ouvert. C'est ce que montre la gargouille qui est en haut à droite. C'est qu'au lieu d'avoir un branchement qui est en sous-sol, eh ben on voit l'eau qui coule sur le trottoir avec des rainures, et qui en même temps permettent de passer dessus avec une poussette, de marcher sur ces gargouilles. Et ça permet aussi de montrer l'eau de manière plus visible dans l'espace public. Et ça nous a, je pense, c'est un des points majeurs, ça nous a aussi obligés à repenser notre mode de fonctionnement avec la collectivité qui est Bordeaux Métropole, et qui, au final, nous sommes des constructeurs, mais nous remettons tout ça en gestion à Bordeaux Métropole. Et aujourd'hui, on a engagé un travail assez conséquent de concertation avec les services de Bordeaux Métropole. C'est ce que montre l'image de gauche, c'est qu'aujourd'hui, on a un fonctionnement plutôt en silo. C'est-à-dire qu'on a la direction de l'eau qui gère les tuyaux, la direction des espaces verts qui gère les parcs, la direction de la voirie qui gère la voirie. Voilà. Demain, quand vous faites une noue en plein centre-ville qui accueille les eaux pluviales, eh ben, c'est plus du tout la même chose. On ne peut plus séparer les choses comme ça. Donc d'ailleurs, j'en profite pour les saluer parce qu'ils font un travail vraiment extraordinaire sur Bordeaux Métropole. La direction de Nicolas Gendreau, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Et aujourd'hui, on arrive à faire des choses très intelligentes où chacun sait ce qu'il fait, notamment à travers ce qu'on appelle des carnets de gestion qui sont élaborés dès la phase étude et qui permettent une gestion beaucoup plus approfondie des choses. Parce qu'aujourd'hui, quand les personnes des espaces verts venaient tondre la pelouse, ils ne voyaient pas si le réseau était obturé. Demain, s'il y a un bouchon de feuilles dans la noue, eh ben, et la personne des espaces verts et la personne de l'eau pourra dire attention, il y a un bouchon de feuilles dans la noue, et de prévenir son collègue, de dire il faut venir curer la noue parce qu'elle est obturée. Donc par une gestion différente et intégrée, on arrive aussi à avoir une gestion plus efficace et au final moins onéreuse, puisque c'est quand même le sujet. On est dans une logique de sobriété d'argent public aujourd'hui. Voilà. Donc pour conclure, parce que je leur retourne, l'idée c'est qu'aujourd'hui on développe sur l'ensemble du territoire de l'Oyenne qui est représenté ici, c'est un peu difficile à lire pour les non-bordelais, mais c'est que ces principes, on va les généraliser à tous nos aménagements. Et demain, quand vous vous baladerez dans les espaces publics autour de la gare, vous ne serez pas surpris de voir des noues et de voir des jardins de pluie, parce que c'est vraiment le principe qu'on veut pousser sur tous nos espaces, voilà, y compris les plus urbains. Et on est même jusqu'à se dire, si demain, on ne va pas essayer de rouvrir des rivières. On a une réflexion sur un esteil à Bègle, qui aujourd'hui est canalisé. Et on est en train de se dire, voilà, on a toute une série d'études qui sont en cours là-dessus, mais d'essayer de faire en sorte que vraiment l'eau soit la plus visible pour tous dans l'espace public. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Est venu maintenant le temps des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle ? Je vous fais passer un micro. Présentez-vous et dites-nous à qui s'adresse la question. Oui, merci. Yves Legat, je suis chercheur à IRSTEA Bordeaux, plutôt sur la gestion patrimoniale des infrastructures, donc plutôt sur les tuyaux. Vos interventions ont appelé une question de ma part. Là, on raisonne beaucoup sur l'eau pluviale en tant qu'excédent. Donc on a beaucoup abordé la question de savoir ce que l'on fait de l'eau quand il y en a trop.
Simplement, dans un scénario de changement climatique, et même avec le climat qu'on a actuellement, on alterne très fortement au cours de l'année entre des périodes où il y a trop d'eau et des périodes où il n'y en a pas assez. Alors ma question, c'est que deviennent ces infrastructures vertes en période de canicule et de sécheresse? Est-ce que ça devient des zones... est-ce que ça ne devient pas des îlots de chaleur, justement, parce qu'il n'y a plus d'eau, que la végétation crève? Et donc, voilà, j'aimerais savoir quelles sont les solutions qui sont envisagées pour, de la même façon qu'on soutient l'étiage des cours d'eau en période estivale, il faudra bien soutenir aussi le niveau d'alimentation en eau de ces espaces verts en période de canicule. Je vais peut-être répondre parce que c'est des choses très, très opérationnelles. J'ai remis l'image de Stockholm parce qu'en effet, c'est une vraie question. Aujourd'hui, premier point, c'est qu'on essaie d'avoir une sobriété de la consommation d'eau des plantes. Donc on choisit des plantes plutôt adaptées au milieu sec, notamment pour ces nous, puisque c'est vrai qu'elles ne sont pas arrosées par les eaux quotidiennes tout le temps. Néanmoins, j'ai présenté un peu plus rapidement le sujet. Dans ces espaces-là, on a à la fois, et je renvoie vers le schéma de Géraldine, on a une gestion des eaux quotidiennes. C'est-à-dire que même si on a une pluie d'orage demain en plein été, on ne va pas envoyer cette pluie tout de suite dans des bassins inertes et on va laisser le temps, justement par ces espaces en creux, à la végétation de se l'approprier. Se pose la question de, comme c'est arrivé l'année dernière à Bordeaux, il a plu la moitié de la pluviométrie sur le mois de janvier, puis plus rien ensuite dans le reste de l'année. Tous ces espaces-là sont dotés d'arrosage automatique. Aujourd'hui, on est très souvent sur de l'arrosage d'eau potable, malheureusement. Même si on mène des réflexions dans ce cadre-là pour essayer de substituer à l'eau potable des eaux alternatives, et malheureusement c'est assez difficile parce que c'est de l'investissement, et cet investissement on a beaucoup de mal à l'amortir par rapport à un prix d'eau potable qui est très très concurrentiel. Mais c'est une des réflexions qui sont en cours aujourd'hui, tout à fait. D'aller par exemple pomper en Garonne avec un réseau d'eau brute pour justement alimenter ces espaces-là par goutte à goutte ou par arrosage. Merci beaucoup. Je pense que j'ai répondu à votre question. Finalement, la question du double réseau comme ce qui existe à Paris, il était même question à un moment donné de le supprimer, le double réseau de Paris. Il a été conservé pour des raisons patrimoniales, d'héritage historique. Donc vous ne rejetez pas a priori la question éventuellement de créer un double réseau avec un réseau d'eau potable pour des usages nobles et un réseau pour des usages qu'on pourrait d'ailleurs étendre à d'autres choses que l'arrosage des espaces verts. C'est ce à quoi ça sert le plus souvent à Paris, mais on pourrait éventuellement aussi envisager le nettoyage de la voirie, le curage de l'assainissement et peut-être aussi de façon assez importante la défense contre l'incendie qui est actuellement assurée par le réseau d'eau potable et qui est un vrai problème technique parce que la défense incendie, il faut des pressions plus élevées, etc. Et faire assurer la défense incendie par le réseau d'eau potable pose des contraintes techniques qui sont extrêmement embarrassantes. Pour vous répondre sur ces trois thèmes-là, c'est vrai que sur le thème de la défense incendie, on a beaucoup de mal à faire autrement qu'avec le réseau d'eau potable. Vu les pressions, enfin, il faut 60 mètres cubeurs, et c'est très difficile d'en sortir. Il faudrait des volumes énormes d'eau non potable pour pallier à ça, donc c'est très compliqué. Après, sur les questions du double réseau, aujourd'hui, de toute façon, dans les parcs qu'on prévoit, on prévoit des réseaux d'arrosage. Après, c'est la question de l'entrée de l'eau qu'on met dans ce réseau. Est-ce qu'on met de l'eau potable ou est-ce qu'on met une autre eau? Et ça pose la question d'une ressource locale. Aujourd'hui, on a la chance, nous, d'intervenir à côté de la Garonne, et c'est pour ça qu'on se pose la question d'une ressource en Garonne, mais on a réfléchi à des forages, on a réfléchi à d'autres choses. Et je vous dis, c'est vraiment une question financière. Voilà. Toujours dans cette logique de sobriété d'investissement public. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Des interrogations, une réflexion à partager? Oui, dans le fond. Bonjour, Monsieur Morin, adjoint à une mairie du Temple en Médoc. Alors, je n'ai pas pu assister à la première conférence, j'assiste à celle-là.
Et je suis assez interloqué parce que monsieur vient de dire, je suis sur une commune où il risque d'y avoir un champ captant pour alimenter la ville de Bordeaux en eau potable de 10 millions de mètres cubes par an supplémentaires, parce que Bordeaux est en déficit d'eau potable. Et je m'inquiète à entendre des paroles comme ça pour dire, nous, on a nos risques de perdre nos forêts dans le Médoc, et vous, vous alimentez des parcs et jardins avec de l'eau potable, éventuellement. Donc je suis quand même un peu interloqué par ce raisonnement et cette urbanisation de la métropole. En fait, j'ai commencé par dire aussi qu'on choisissait des espèces qui sont sobres en consommation d'eau potable. Donc évidemment, on essaye de faire en sorte de limiter les consommations. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, dans ce jardin de Lars, on n'arrose pas les prairies, on n'arrose pas les arbustes. On est obligé, malheureusement, dans les pics de chaleur, d'arroser les arbres, parce que sinon, ils ne supportent pas les pics. Enfin, certains ne supportent pas les pics, notamment sur des patrimoines arborés existants qu'on ne va pas déraciner pour mettre des jeunes sujets. Donc, l'idée quand même, c'est de limiter ces consommations-là. Voilà. Et on est les premiers à se dire qu'il faut substituer autre chose à l'eau potable. Hein. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de ressources alternatives forcément disponibles. J'en ai pas parlé, mais à côté de ce jardin-là, on a un esteil qui s'appelle l'Esté Majou, qui est canalisé dans un tuyau, et on a un temps pensé pouvoir pomper dans cet esteil. Et en fait, malheureusement, on se rend compte qu'il y a certains indélicats qui ne respectent pas leurs obligations de rejet d'eau usée, notamment certains industriels, et la qualité de l'eau la qualité de cet esteil est malheureusement incompatible avec de l'usage public sur ces pelouses-là. Donc, on y réfléchit en tout cas très fortement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à continuer à débattre en dehors de cette conférence. Merci aux intervenants et merci beaucoup à vous.